Bonjour à tous. Donc, dans les 30 à 40 prochaines minutes, nous allons vous présenter comment nous y sommes pris pour mettre en place une stratégie de test automatisée sous Liferay. Donc, pour commencer, on va brièvement se présenter. Donc, moi, je m'appelle Anthony Baudouin, donc je suis architecte expert Liferay chez Orange Application for Business depuis 5 ans. Donc, je travaille sur Liferay depuis 2009 et donc j'ai pu travailler sur toutes les versions de Liferay depuis la version 5.2. Et donc je me présente, Olivier Grouan, donc je suis chez Orange Business Service depuis 12 ans, que j'ai commencé en tant que concepteur développeur sur des applications web Java, J2E, Liferay. Et puis depuis 2010, donc je suis responsable de projet et plus récemment, donc dans le cadre du projet qu'on va vous présenter, dans lequel on a mis en place la stratégie de test automatisé, j'ai pris le rôle d'expert fonctionnel. Donc du coup, durant cette présentation, on va d'abord commencer par rapidement présenter notre société, Orange Application for Business, et ensuite on va rentrer dans le vif du sujet, donc notamment vous présenter le contexte dans lequel on a mis en place cette stratégie de test, et essayer aussi de définir qu'est-ce qu'une stratégie de test. On vous présentera ensuite les différents types de tests qu'on a pu mettre en place sur ce projet-là. Et enfin, on vous fera une conclusion sur ce qu'il faut retenir lorsque vous décidez de mettre en place une stratégie de test. Donc, Orange Application for Business, donc on est une entreprise de 2500 salariés. Et sur la partie Liferay, on est une équipe de plus de 50 collaborateurs dédiés. Donc, où on fait des projets à la fois sur la France, mais également à l'international. Donc on utilise Liferay depuis 2005 et nous sommes partenaires Platinum depuis 2012, avec aujourd'hui une centaine de portails réalisés depuis 2005. Donc nos domaines d'intervention sont ceux décrits ici, donc conception, réalisation, audit, conseil. On a également un catalogue de portlets OAB, donc on peut réutiliser de projet en projet ou proposer à nos clients. Donc je ne vais pas plus détailler que ça l'entreprise. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à rejoindre notre stand qui est juste à la sortie de la salle. La stratégie de test, comme on l'a dit, donc on va la décliner, on va vous la présenter dans le cadre du projet qu'on met actuellement en œuvre. Alors rapidement, ce projet, c'est quoi? Donc c'est un projet pour un grand compte marché public. Le conseil général de l'Isère. Donc c'est un développement d'un portail web sous Liferay 6.2 Enterprise Edition. C'est un projet qui a été vendu au forfait, pour autant pour donner de la visibilité aux clients, pour qu'ils puissent tester régulièrement, qu'ils puissent voir l'avancée. Ce qui a été décidé, c'est de faire un projet itératif, en pseudo-agile, on va dire, avec des sprints de 3 semaines. L'équipe, donc c'est une équipe de taille moyenne, 5-6 développeurs. Pour autant, donc il y a quand même une vélocité importante. On imagine bien qu'en 3 semaines, il y a pas mal de choses qui sont faites. Et comme on doit mettre donc à disposition du client sur une plateforme quelque chose de stable et qui fonctionne donc toutes les 3 semaines, on s'est posé la question de savoir comment est-ce qu'on allait pouvoir s'assurer en fait que ce qu'on met à disposition est de bonne qualité et que ça corresponde bien à ce que souhaite notre client. Et donc du coup, on a décidé de mettre en place donc une stratégie de test. Donc qu'est-ce qu'une stratégie de test? Donc ce qu'on peut dire, c'est qu'une stratégie de test, c'est une réflexion globale sur les outils et les process à mettre en œuvre pour tester votre application. Donc lorsque vous allez décider de mettre en place une stratégie de test, vous avez 2 questions principales à vous poser. Donc d'abord, qu'est-ce que vous voulez tester et comment vous allez pouvoir le tester à moindre coût. Donc ce qu'il faut déjà savoir lorsque vous décidez de mettre en place ce genre de choses, c'est que ça va être quasiment impossible, voire impossible de tout tester, puisque le périmètre peut, aussi bien fonctionnel et technique, peut être assez conséquent. Ça nécessite également de maintenir que ce soit les données, mais également le code. Donc plus vous aurez de tests, plus vous aurez de maintenance, de maintenabilité à faire.
Donc après, là, comme le disait Olivier, pourquoi on a décidé de mettre une stratégie test sur ce projet-là? C'est qu'en effet, étant donné qu'on avait des sprints itératifs de 3 semaines, il fallait vraiment qu'on puisse livrer quelque chose de qualité à chaque fin de sprint, et qu'on puisse qualifier justement qu'il n'y ait pas de régression, que le contenu fonctionnel et technique soit toujours cohérent. Et donc du coup, on s'est dit qu'il fallait automatiser le plus possible nos tests. Donc on pourra le voir dans la suite des slides comment nous sommes pris. Les différents types de tests que nous avons mis en œuvre dans le cadre de ce projet. Alors il faut savoir qu'en fonction de la typologie des projets, on ne va pas forcément mettre en place les mêmes types de tests. Ça dépend vraiment de ce qu'on veut tester derrière. Est-ce que c'est une appli métier? Est-ce que c'est un portail institutionnel? Est-ce que c'est un site de e-commerce? On n'a pas forcément les mêmes contraintes derrière. On peut avoir des contraintes de perf dans un cas, un peu moins dans d'autres. Dans la typologie en tout cas du projet qui nous intéressait, on a identifié 5 types de tests qui nous intéressaient. Donc les tests unitaires, les tests d'intégration, ceux-là on n'y coupe pas, on les a quasiment systématiquement. Idem pour les tests fonctionnels. Et comme on était sur un marché public, donc on avait également des contraintes d'accessibilité. Donc on a mis en place des tests d'accessibilité. Et comme on est sur un portail avec une partie publique, donc visible pour le grand public, et qu'on est aussi donc sur un compte marché public, donc il doit avoir une bonne image, donc il y avait quand même une notion de test de performance. Donc on va maintenant décrire en fait ces différents types de tests et ce qu'on a mis en œuvre dans le détail. Donc on va commencer par les tests unitaires. Donc, pour rappel, les tests unitaires, ils ont pour but de tester de manière séparée chaque sous-ensemble de votre application. Et ils vont vous permettre de vous assurer que chaque élément fonctionne de manière indépendante. Donc, notre stratégie sur les tests unitaires, donc déjà, la première, c'est qu'on a défini déjà des exclusions. Comme je vous le disais tout à l'heure, il est impossible ou alors très coûteux, on va dire, de tout tester. Donc du coup, on a pris comme décision de ne pas tout tester et de ne pas tester pour tester, puisque cela n'a pas d'intérêt. Donc le but vraiment est de tester uniquement le code qui a de la valeur ajoutée. Donc on a exclu également toute la partie générée par le service builder de Liferay, puisque comme on a pu le voir dans les présentations précédentes, on a déjà évoqué le service builder, mais c'est un outil qui est très intéressant dans Liferay, qui permet d'éviter pas mal d'écriture de code. Et donc du coup, on a décidé de ne pas le tester, puisque déjà c'est déjà testé au sein même des sources de Liferay. Et dernière exclusion qu'on a décidé de mettre en place, c'est exclure la couche présentation de nos portlets métiers, puisque justement la couche présentation n'a pas vocation à porter du code métier. Donc du coup, justement, ça permet aussi de faire en sorte que notre code suive des bons concepts de développement. Donc à l'inverse, ce que nous avons décidé de tester, c'est donc toute la partie métier, tout ce qui est fonctions utilitaires, fonctions transverses qu'on va pouvoir utiliser dans les différents portlets, modules de notre application, tout ce qui est builder, converteur d'objets qui transitent de couche en couche. Et on s'est donné un objectif de 80% de couverture de code. Donc le principal, ou l'un des principaux avantages aussi de l'écriture des tests, c'est que ça va vous permettre, à vous et à vos développeurs, d'améliorer leur qualité de code et aussi la maintenabilité du code. Puisque si vous êtes amené à écrire des tests unitaires et que ceux-ci sont très complexes, ça veut certainement dire que votre implémentation est à revoir. Donc du coup, les tests unitaires permettent vraiment de suivre les bonnes pratiques de conception logicielle. Donc maintenant, je vais m'attarder un peu sur les outils, frameworks, librairies qu'on a utilisés lors de ces tests unitaires. Donc on a utilisé JUnit, Mockito, Acergy et PowerMockito pour tout ce qui est framework de tests unitaires. Donc PowerMockito, c'est très utile lorsqu'on travaille avec Liferay, puisque dans Liferay, notamment tout ce qui est API du service builder de Liferay, ce sont des méthodes statiques, et donc on doit moquer ces méthodes, et PowerMockito permet justement de moquer ces méthodes statiques. Ensuite, on a utilisé Jacoco, donc qui permet de calculer la couverture de votre code. Donc quel est le code qui est testé.
On a également utilisé SonarCube, donc qui permet d'analyser, de générer des rapports aussi bien sur l'exécution des tests, mais également de vous donner différents indicateurs sur la couverture de code. Et enfin, on a utilisé Jenkins et Maven pour automatiser l'exécution des tests. Donc ici, un bref exemple de rapport Sonar où on voit la couverture de code, le nombre de tests en erreur, en échec, le nombre de tests global. Et ensuite, également, vous pouvez avoir des écrans qui définissent module par module la couverture de tests, et vous pouvez aller même plus loin pour voir exactement dans chacune de vos classes qu'est-ce qui est testé et qu'est-ce qui n'est pas testé. Donc ensuite, la deuxième partie des tests d'intégration sont les tests d'intégration. Donc, une définition des tests d'intégration, donc ce qu'on peut dire, c'est que les tests d'intégration ils permettent de s'assurer que les sous-ensembles de votre application communiquent bien entre eux et respectent les spécifications d'interface qui ont été définies dans le cadre de votre projet. Et donc, contrairement au test unitaire où là, seule une fonction est testée, le test d'intégration permet de tester toute la chaîne, donc une fonction, mais également toutes les fonctions aval. Donc en prérequis, lorsque vous écrivez des tests d'intégration, il faut vous assurer que toutes les briques qui sont testées au sein de ce test d'intégration sont testées unitairement également. Donc après, on peut également classer les tests d'intégration en deux catégories. Vous allez avoir les tests d'intégration point-to-point, donc qui vont vous permettre de tester, de faire des tests d'intégration, notamment avec des applications tierces. Imaginons, je sais pas, vous allez tester qu'un web service, que l'appel d'un web service respecte ce que vous attendez. Et vous avez les tests d'intégration end-to-end. Donc là, c'est vraiment les tests d'intégration de bout en bout de votre application, de la couche de présentation jusqu'à la couche persistance des données. Donc, la stratégie qu'on a décidé de mettre en place sur notre projet, donc ça a été de faire un focus particulier sur les tests point-to-point, puisque notre portail s'interface avec six systèmes externes, aussi bien en tant que fournisseur de services qu'en tant que consommateur de services. Donc il y avait une importance très importante de tester qu'il n'y avait pas de régression et que les services que l'on appelait et qu'on leur fournissait respectaient bien les contrats d'interface définis. Donc ensuite, ces tests d'intégration sont, comme les tests unitaires, lancés automatiquement grâce à Jenkins. Dans notre stratégie, on a décidé de ne pas faire de tests end-to-end, donc notamment avec les tests qui vont jusqu'à tester la couche persistance de votre application. Donc pourquoi ? Donc il y a deux raisons principales. La première, c'est qu'on s'appuie fortement sur le service builder de Liferay, et que celui-ci est déjà soumis à des tests d'intégration, ça vous pouvez le voir dans les sources de Liferay. Et secondo, c'est que la mise en place de ce type de test nécessite un environnement de test dédié, donc avec des données que vous maîtrisez entièrement. Et donc ça, on ne l'avait pas budgétisé sur le projet au début, donc on a décidé de ne pas le mettre en place. Donc ce qu'on peut retenir sur les tests d'intégration point-to-point, c'est que c'est quand même primordial dans le cadre de notre portail, puisque ça permet très rapidement de détecter des régressions sur les services qu'on va consommer ou des anomalies. Si un service est tombé, on va le savoir assez rapidement grâce à l'automatisation de nos tests. Donc les outils qu'on a mis en place et les librairies qu'on a mis en place pour faire nos tests d'intégration, donc on va avoir du JUnit, on a du Spring Test, on a du WireMock, donc qui est là un serveur qui permet de moquer un framework qui permet de moquer un serveur web, et du Assergy également. Et ensuite on va avoir du Jenkins et du Maven pour tout ce qui est automatisation des déploiements. Troisième type de test donc mis en œuvre donc dans notre stratégie de test, les tests fonctionnels. Alors les tests fonctionnels, c'est quoi ? C'est finalement c'est la manière dont on va s'assurer que ce qu'on produit, ce qu'on a développé, donc c'est conforme à ce que veut notre client. Donc c'est conforme à ce qu'on appelle les exigences fonctionnelles, mais aussi que ça fonctionne correctement d'un point de vue expérience utilisateur.
la navigation, l'affichage des pages, le comportement, l'ergonomie, etc. Notre stratégie, donc, elle a été double en fait. On a fait une stratégie un peu plus classique, celle qu'on retrouve régulièrement sur les projets cycle en V, là, donc, où on rédige nos tests à la main, donc dans les cahiers de recettes, donc à partir des exigences. Donc on s'appuie sur un outil, un référentiel d'exigences et de tests qui est Squash TM. Et on va donc générer nos campagnes de tests à chaque itération pour aller valider manuellement que ça fonctionne bien. Comme on est sur un projet itératif et que tester à la main, ça prend du temps, on s'est dit ça serait peut-être intéressant d'automatiser un certain nombre de choses. Et donc on s'est posé la question de savoir ce qui existait, en particulier de savoir ce qui existait chez nous. Et donc chez nous, ce qui est mis en place, donc c'est en fait un système automatisé, donc basé sur Squash TM, Squash TA, donc pour le lancement donc automatisé des tests et l'écriture des tests basé sur un petit duo Robot Framework avec une librairie Selenium. Alors rapidement, donc comment ça marche ? Moi, on va dire, en tant qu'expert fonctionnel, pas technique, j'utilise en fait mon navigateur, mon propre PC, j'écris mes tests fonctionnels sans savoir rien à la technique, alors en théorie, on va dire. En utilisant donc un outil qui s'appelle Red, donc qui est un petit plugin Eclipse en fait, donc qui permet d'écrire des scripts Robot Framework, donc il en existe d'autres, mais Red, moi j'ai trouvé qu'il était assez sympa et qu'il est assez intuitif, moi qui venais du monde en plus Java, donc j'écris mes scripts Robot Framework en intégrant donc la librairie Selenium. Je lance mes tests en local, ça me lance un petit navigateur Firefox automatiquement qui va aller taper mon application, qui va me lancer mes tests, qui va me générer des rapports et ça va me permettre de voir que ça fonctionne ou pas déjà sur mon poste en local. Une fois que ça fonctionne, je pousse mes scripts Robot Framework sur un repository Git. Et ce repository Git, en fait, va être utilisé par une brique SquashTA, donc portée sur une forge Jenkins, pardon, et qui va être lancé donc automatiquement depuis mon SquashTM. Donc quand je vais créer en fait mes campagnes de tests SquashTM, je vais mixer en fait mes tests manuels, je vais mixer mes tests automatisés, et je vais pouvoir comme ça en fait piloter le lancement de mes tests SquashTA depuis SquashTM et faire un mix en fait entre mes rapports de tests manuels et mes rapports de tests automatisés. La petite subtilité que c'est SquashTA, donc comme il est porté là sur une forge, il utilise lui pour lancer les tests automatisés web, il utilise un navigateur virtuel là, qui est PhantomJS. Et il y a donc un certain nombre de limites à l'utilisation de ce navigateur virtuel. On ne peut pas tout tester, en particulier on ne peut pas tester en fait les interactions avec toutes les alertes JavaScript, les petites boîtes en fait de confirmation JS, ça ne fonctionne pas. Alors je vais passer rapidement. Donc SquashTM, je l'ai déjà dit, donc c'est un petit outil donc en fait qui est un référentiel de thèse, donc qui est également un référentiel pour les exigences, qui me génère des rapports, et SquashTA, donc framework écrit en Java, qui permettent donc de lancer les tests automatisés et de lancer donc les tests automatisés. Donc nous on a décidé de lancer des tests automatisés basés sur Robot Framework, mais on peut très bien imaginer d'autres tests automatisés, SOAP-UI, etc. Et l'intérêt d'un SquashTA par rapport à un Selenium classique, c'est qu'on peut avoir aussi des étapes avant et après pour mettre par exemple à jour les données pour être sûr qu'en fait on est dans un environnement stable et qu'on va faire nos tests automatisés avec toujours les mêmes données avant et après. Alors comme je l'ai indiqué, donc les tests fonctionnels, je les ai rédigés donc à partir d'un framework donc qui s'appelle Robot Framework. Donc c'est un framework de tests fonctionnels qui est écrit en Python, qui est adapté en théorie à la rédaction de tests automatisés pour des personnes qui ne sont pas développeurs. Donc pour moi ça s'y prêtait bien vu mon rôle actuel. C'est un framework qui
permet d'inclure donc des librairies, et en particulier celle qui nous intéresse là, quand on fait du test automatisé web, c'est la librairie Selenium, donc pour faire tous les appels web. Et il nous fournit donc un certain nombre de rapports HTML donc pour vérifier en gros que ça fonctionne bien avec un petit rapport de log. Alors là on le voit pas forcément, mais ce qui est intéressant c'est qu'également donc lorsqu'on a un test qui marche pas en fait, il est en capacité de nous faire la copie d'écran en fait du moment en fait où le test a échoué. Et donc ça permet du coup d'un simple coup d'œil de se rendre compte de ce qui n'a pas été. Robot Framework, alors rapidement, je ne vais pas rentrer dans le détail puisqu'on est sur une présentation courte, on doit balayer l'ensemble des tests, donc je ne vais pas pouvoir rentrer dans le détail. Simplement, Robot Framework, donc il y a différentes approches pour écrire les tests. Donc c'est l'approche classique, c'est l'approche par mots-clés, donc le Keyword Driven Style. Alors, faut simplement dire, un mot-clé, c'est une action unitaire. Donc là, j'ai mis exemple, cliquer sur un bouton. À partir de ces actions unitaires, on peut créer des mots-clés un peu plus complexes, donc où on va enchaîner donc un certain nombre de séquences de mots-clés simples. Là, exemple, saisir donc une valeur dans un formulaire, ça va être là dans mon exemple. Attendre que ma page contienne bien un élément, récupérer l'élément et faire un input text. Donc entrer une valeur. Alors c'est là où on voit quand même que si en théorie Robot Framework est fait pour un public de non développeurs, on se rend compte assez vite quand même qu'on rentre quand même assez vite dans la technique. Alors on va dire la partie fonctionnelle pure, c'est celle qu'on aurait là-haut, on va dire, où c'est des mots-clés simples, des mots-clés qui sont compréhensibles, mais il faut mettre quand même en place, on va dire, tout un catalogue, toute une grammaire avant, en fait, qui est liée, en fait, à notre site pour qu'un fonctionnel pur puisse en fait faire des choses simplement. Autre approche, donc le Data Driven Style. Donc là, c'est toujours basé en fait sur des mots clés. Simplement, là, on va avoir une approche en fait basée sur des jeux de données. Donc, on va tester un même scénario, donc sans le S puisqu'on en a un seul, avec différents jeux de données. Alors, c'est pas l'approche qu'on a eue nous. Enfin, moi, je sais que comme j'ai appris, on va dire Robot Framework, je suis passé plutôt sur l'approche la plus simple, donc la première. Et on a donc une troisième approche, donc qui est plus celle qu'on utiliserait en fait quand on a une approche ATDD, donc Acceptance Test Driven Development. Et donc là, on a une approche avec des mots clés en fait, qui est basée en fait sur des tests d'acceptance. Encore une fois, moi qui ai appréhendé en fait, le sujet pour la première fois, donc on est parti sur la solution la plus facile qui était l'approche par mots-clés simples. Donc l'intérêt de Robot Framework, c'est qu'il inclut des librairies, donc en particulier la librairie Selenium. L'intérêt de ces librairies, c'est qu'elle permet donc d'interagir avec le navigateur, faire des clics-boutons, des input textes, mais elle permet aussi de s'assurer du contenu de la page. Donc j'ai mis en fait en évidence les quelques difficultés que j'ai pu avoir dans le cadre de l'utilisation de Robot Framework et de cette librairie, et en particulier dans le cadre de l'utilisation avec Liferay. La première difficulté, c'est de localiser en fait les éléments sur la page. Si pour un humain c'est évident de savoir où se trouve un bouton, où se trouve une zone, pour un robot, on se rend bien compte que c'est beaucoup moins évident. Donc Robot Framework en fait et la librairie Selenium donc propose un certain nombre d'approches pour localiser les éléments sur la page. Ils privilégient eux par défaut les localisations simples par ID, par name. Simplement avec Liferay en fait il faut mieux privilégier des approches un peu plus techniques par XPath pour être certain en fait qu'on va bien localiser la bonne donnée, parce qu'une approche par ID, comme les ID Liferay peuvent bouger dans le temps en fait. Ce n'est pas en fait la bonne manière de faire. Autre difficulté, c'est le fait de s'assurer que la page est bien chargée, que les éléments en fait sont bien chargés avant de faire la moindre interaction. Robot Framework en fait par défaut, si on lui donne
aucune instruction en fait. Il va jouer en fait les instructions les unes après les autres en fait sans attendre. Et on se rend bien compte que comme on est dans du web avec des temps de chargement du JS qui s'exécute, on a donc un certain nombre de choses à faire pour s'assurer que l'élément sur lequel en fait on va faire notre action est bien disponible et que le JavaScript est bien chargé. C'est le cas en particulier sur tout ce qui va être test sur le contrôle panel en fait de l'iFrame où on va avoir des menus dynamiques qui s'ouvrent. Et donc là, c'est un petit peu compliqué. Je l'ai déjà évoqué, donc impossible donc d'interagir avec les confirmations JavaScript avec PhantomJS. Donc ça, c'est une contrainte, donc il faut l'avoir en tête. Et autre difficulté, autre contrainte, c'est que Robot Framework quand même a une prise en main assez coûteuse. C'est pas forcément évident au premier coup d'œil. On a un petit peu de doc, mais c'est pas mal de débrouille. Et donc il y a une prise en main de l'outil quand même qui est assez coûteuse. Je vous ai mis ici quelques outils pratiques alors, qui peuvent vous intéresser. Donc Red, donc, qui est l'éditeur donc, pour éditer les scripts Robot Framework, un petit plugin Chrome pour aller chercher en fait et vérifier les chemins XPath donc dans la page HTML, et un petit Robot Coder donc qui est un plugin Chrome également qui s'approche un petit peu du plugin Selenium qui existe sur Firefox et qui permet donc de faire un enregistrement des actions donc qu'on fait sur la page. Alors pour autant, lui, il fait un enregistrement en se basant beaucoup sur les ID ou sur des index. Donc ça peut marcher à un instant T. Par contre, si la page bouge... Enfin, en tout cas, c'est une bonne approche pour apprendre un petit peu les mots-clés lorsqu'on ne les connaît pas forcément. Donc on va accélérer un petit peu, parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. Donc les deux derniers points, donc c'est tests de performance et tests d'accessibilité. Donc on va commencer par les tests de performance. Donc on n'a pas encore réalisé, mais qu'on compte bien faire d'ici peu. Donc pour rappel, les tests de performance, ça permet de mesurer les performances de votre application soumis à une charge utilisateur. Et donc ce type de test permet de recueillir les temps de réponse HTTP, serveur, et également de vérifier les performances de votre application à différents niveaux de charge. Donc les points clés que vous devez bien identifier avant de faire ce genre de test, donc c'est déjà de définir les différents scénarios de test que vous allez mettre en œuvre, puisque comme on essaye de vous le dire depuis le début de la présentation, il faut faire des choix, vous n'allez pas pouvoir tout tester. Et donc du coup, sur ces scénarios, il va falloir identifier les utilisateurs que vous allez vouloir jouer et quelles sont les actions réalisées. Il faut également essayer de se rapprocher au maximum des estimations de trafic que vous avez estimées en identifiant le nombre de virtual users à simuler. Donc un virtual user, c'est l'équivalent d'un utilisateur réel, même si un virtual user n'est pas égal à un utilisateur réel. Le calcul n'est pas forcément trivial. Donc ensuite, il faut également savoir sur quel environnement vous allez faire vos tests, et notamment le dimensionnement de vos environnements est important, puisque si vous voulez être en capacité de calculer, de faire des tests de performance sur un environnement, il faut qu'il se rapproche au maximum de votre production. Et enfin, il faut forcément que vous mettiez en place des outils qui permettent d'analyser les temps de réponse utilisateurs, donc qui sont les temps de réponse HTTP, et d'analyser également tout ce qui est indicateur côté serveur. À partir de cette analyse, vous devez être en capacité d'identifier les faiblesses de votre application et de définir les axes d'amélioration. Donc dans notre stratégie, ce qu'on a décidé de mettre en place, donc c'est déjà on va mettre en place 4 scénarios différents. Et pour chacun de ces scénarios, on va définir 3 paliers. Donc on a des paliers qui vont durer 30 minutes chacun. Où dans un premier temps, on va jouer 20 virtual users, et ensuite on aura 40 virtual users, puis 60. Et on va lancer nos tests de manière individuelle.
chaque scénario de manière individuelle, analyser les résultats. Et la seconde étape, ça sera de lancer les tests, les scénarios, de façon simultanée, afin d'identifier si on n'a pas un scénario et donc une fonctionnalité qui a des impacts néfastes sur d'autres fonctionnalités. Donc les outils qu'on va mettre en œuvre pour réaliser nos tests de performance, il y a plein d'outils aujourd'hui qui existent qui vous permettent de faire ça. Donc on a décidé d'utiliser JMeter. Donc j'imagine qu'un certain nombre d'entre vous dans la salle connaissent cet outil. Donc c'est un outil gratuit développé en Java qui permet d'enregistrer, de scripter vos scénarios de test, de lancer vos tests de performance et de générer des rapports de tests. Pour ce qui est monitoring de serveur, on a décidé là, de mettre en place Java Melody, qui est un outil gratuit également, qui permet lui d'analyser différentes métriques comme le CPU, l'usage CPU, la mémoire, les temps de garbage collection, qui permettent d'analyser également l'utilisation de vos threads de votre serveur d'application. Analyser également les différents MBIN JMX et notamment voir si vos caches, notamment les caches Hashcache qui sont utilisés par Liferay sont bien dimensionnés, etc. Et donc ce plugin web, il existe un plugin web Java Melody pour Liferay que vous pouvez télécharger et déployer très simplement sur le serveur. Donc après, si vous voulez aller plus loin en monitoring, il y a différents outils qui existent, comme des profilers tels que YourKit Profiler, JProfiler, qui permettent d'aller beaucoup plus loin et d'aller vraiment voir quels sont les appels côté serveur qui sont faits. Et vous avez des APM, donc des Application Performance Management, qui sont des outils qui vont encore plus loin, comme New Relic, App Dynamics, Dynatrace. Donc pour terminer sur les types de tests d'accessibilité. Alors, une test d'accessibilité, c'est quoi Alors, rapidement, donc le but, c'est qu'on s'assure en fait que le test est bien accessible à un maximum de personnes, au plus grand nombre de personnes, et on pense en particulier, quand on pense aux tests d'accessibilité, aux personnes en situation de handicap. Où il s'agit de vérifier, on a un référentiel, donc souvent c'est le référentiel RGA, et donc on va s'assurer que les tests, que l'accessibilité est correcte. Donc notre stratégie, c'est que là, automatiser les tests d'accessibilité, c'est un peu compliqué, donc on n'est pas parti sur cette stratégie-là. On est parti sur le fait qu'on fasse un audit par des équipes spécialisées au plus tôt, c'est-à-dire dès l'intégration du site dans Liferay, dès finalement l'intégration du thème. On fait un premier audit pour valider que tout est OK. On sensibilise les développeurs, on leur a mis à disposition des outils simples, là, qui sont entre autres les outils que je vous ai mis ici. Et puis on aura donc à la fin du projet, donc avant la livraison globale, un audit global en fait qui va être réalisé. Donc je vous ai mis trois outils là ici qui peuvent vous intéresser donc pour tout ce qui est test d'accessibilité. Donc un petit plugin Mozilla, donc Opcast, qui permet donc de faire des analyses automatiques de la page. Donc on lance le plugin et il va aller nous vérifier un certain nombre des règles d'accessibilité du référentiel RGAA v3. On a une liseuse auditive, qui est NVDA, donc qui permet aussi assez facilement de s'assurer que le site est conforme et en tout cas est accessible pour une personne malentendante ou sourde. Et on a un petit plugin Chrome Color Contrast Analyzer qui permet d'aller valider que les contrastes en fait sont bien OK et que c'est bien lisible là pour des personnes malvoyantes. Donc, pour conclure sur la mise en place d'une stratégie de test, donc, il faut bien avoir en tête que ça va nécessiter de votre côté de prioriser ce que vous devez tester. Et donc, pour vous aider, il faut se poser deux questions. Que tester et comment le tester à moindre coût? Donc on l'a déjà dit, Anthony a particulièrement insisté. En fait, aujourd'hui, c'est impossible de tout tester et donc il faut se poser la question finalement de
comment je le teste à quel coût. Et donc il faut en priorité exclure tous les tests pour lesquels on estime qu'il n'y a aucune valeur ajoutée. Donc après, là, aujourd'hui, on vous a présenté une stratégie de test qui est propre à notre projet. Après, il faut bien noter que ça, c'est pas une stratégie de test idéale, hein. Tout dépend vraiment de la typologie de votre projet. Comme on l'a dit en introduction, si vous avez un portail ou une application métier, vous n'aurez pas forcément la même stratégie que si vous avez un portail institutionnel. L'avantage quand on met en place une stratégie de test et qu'on automatise les tests, c'est un gain énorme en phase de recette. On se rend bien compte qu'en phase de recette, tout ce qui peut être fait par un robot au lieu d'être fait par un homme, ça va forcément beaucoup plus vite et on y gagne du temps. Même au-delà de ça, en tant qu'humain, faire les tests répétitifs, parfois ça peut être un petit peu pénible, et donc déléguer ça finalement à une machine, à un robot, c'est aussi quand même plutôt agréable. À l'inverse, donc lorsque vous allez devoir définir une stratégie de test, il faut avoir quand même en tête que c'est un investissement assez conséquent à prévoir. Et que du coup aussi ça nécessite une maintenabilité qui peut être coûteuse, puisque si, imaginons, vous faites évoluer une fonctionnalité, en plus de faire évoluer l'implémentation, vous devrez faire évoluer tous les tests sous-jacents, donc les tests unitaires, tests fonctionnels, tests d'intégration, tests d'accessibilité, etc. Donc voilà pour notre présentation. Je ne sais pas si on a le temps pour des questions. Si vous avez des questions. Bonjour, merci pour la présentation. Juste une petite question, vous dites que c'est impossible de tout tester. Sur quelle base on se base pour se dire ça? Alors, en fait, on pourrait tout tester si on veut, sauf que derrière, en termes de retour sur investissement, je suis pas sûr que ça vaille le coup, puisque ça va vous coûter énormément de temps, donc énormément d'argent de vouloir tout tester. Donc du coup, il faut avoir une priorité pour justement rester dans des coûts qu'on pourrait dire qui restent raisonnables. Donc c'est dans cette optique-là qu'on disait qu'il est impossible de tout tester. Il ne faut pas non plus tester pour se tester. Si votre test n'apporte aucune valeur ajoutée, à notre sens, ça ne sert à rien de le tester. Mais donc, s'il y a des choses qu'on a besoin de tester dans notre application, pourquoi on les développe? C'est une bonne question, mais après, qu'est-ce qu'on pourrait, je sais pas, un exemple de choses à pas tester, forcément. Je sais pas, t'as un exemple? Tu l'as dit d'ailleurs, hein, je pense qu'on ne va pas aller tester par exemple le code qui a été fait par les autres et qu'on intègre. Donc il y a déjà, on va dire, cette relation de confiance. Après, en test fonctionnel, on peut aussi se dire il y a certaines fonctionnalités que le client veut absolument, mais qu'on sait voilà, que c'est une fonctionnalité qui ne sera pas forcément utile. On sait des fois que les clients veulent des choses qui ne sont pas utiles. Donc on va mettre moins l'accent sur ces tests-là. C'est une question piège, hein. C'est un peu voulu. Ok, merci. Bonjour, je voudrais connaître votre secret pour convaincre vos clients que ça vaut le coup d'investir sur ces choses-là. Parce que moi, j'ai réussi à vendre des tests de performance, des tests fonctionnels, mais c'est très très rare qu'on arrive à les convaincre. Alors, du coup, déjà, nous, on a vendu des tests on a prévu des tests de performance que c'était prévu dans notre offre. Déjà, donc on s'était engagé à faire des tests de performance. Et après, vraiment, toute la phase, la stratégie de test qu'on a mis en place, c'est plutôt aussi pour nous, justement, pour nous assurer qu'il y ait une qualité dans nos livraisons successives, puisqu'on est sur des itérations relativement courtes. Donc nous, on doit quand même rassurer le client un maximum en lui montrant à chaque fois, à chaque livraison, quelque chose qui tient la route. Et donc, du coup, pour minimiser la phase de recette, qui peut être très très conséquente justement si on n'automatise pas certaines phases de recettes, on s'est dit que ça serait intéressant justement de réfléchir sur la mise en place d'une stratégie
sur une stratégie de test. Ok, ben merci. Du coup, en fait, vous l'avez plus ou moins imposé et pris en compte dans vos coûts initiaux. Oui. Parce que Tout c'est à en fait. effet un investissement qui... C'est un vrai investissement, en effet. Ok, merci. Oui, vous avez parlé d'accessibilité et d'équipes spécialisées. Est-ce que vous pouvez développer cette thématique-là et puis surtout, brièvement, quelle est la méthode derrière? Alors ça va être un peu compliqué parce que comme vous l'avez dit, on a des équipes spécialisées. Et c'est pas nous en fait. Donc malheureusement en fait là c'est vrai qu'on a mis un slide en fait où on a quand même voulu présenter l'approche, mais enfin je vais être là encore une fois pour nous c'est une question piège. Voilà, dernière question. Au niveau du service builder, on sait tous qu'on a probablement pas mal de code dans nos local service simples. Donc cette partie de code-là, comment vous la testez? Est-ce que vous la testez ou est-ce qu'elle fait partie des exclusions liées au service builder? Alors en fait, on a essayé de déporter un maximum justement tout ce qui est logique métier dans une couche externe au service builder. Après, on a forcément du code dans nos service builder, donc là, on l'a exclu aussi de nos tests. On a pris comme décision d'exclure vraiment tout ce qui était dans le service builder, mais du coup, en essayant d'externaliser un maximum la logique métier du service builder. Ok, merci. Merci beaucoup à vous. C'est-